Je vais peut-être commencer par me présenter. Je suis Michel Lidoro, kinésithérapeute ostéopathe, directeur du Centre d'enseignement et de recherche en biokinergie et aussi d'un collège d'ostéopathie et donc fondateur de cette méthode que je vais vous présenter. La biokinergie, c'est une méthode de soins manuels qui a pour objectif de rétablir l'équilibre général du corps dans sa dimension à la fois physique, énergétique et psychique. Elle est enseignée depuis 1983. Elle est pratiquée par un certain nombre de praticiens, environ 1000, essentiellement des masseurs kinésithérapeutes, puisqu'elle rentre dans la spécificité de cette discipline. Elle agit par des mobilisations et des stimulations qui sont conformes au décret de compétence de cette profession. Elle est bien sûr également pratiquée par des médecins, des ostéopathes, à qui elle enrichit énormément l'approche spécifique ostéo-articulaire et myofaciale, mais aussi à qui elle permet de conjuguer une action énergétique associée. Et elle est enfin pratiquée par des dentistes pour son approche crânio-dentaire. Les objectifs de la biokinergie sont de remonter à l'origine des différentes perturbations en redonnant au corps sa mobilité, sa souplesse et en rétablissant les échanges circulatoires, énergétiques et nerveux qui sont à l'origine des déséquilibres biologiques. La biokinergie regroupe 3 actions fondamentales. Une action énergétique et réflexe qui s'appuie sur la stimulation des points d'acupuncture et des points réflexes. Une deuxième action myofaciale, c'est-à-dire qui met en jeu les muscles et leurs enveloppes, les fascias. Elle a pour objectif de détendre les muscles et donc ces membranes que sont les fascias. Une troisième action ostéo-articulaire et viscérale qui vise à redonner aux os et aux organes leur mobilité. Donc on va voir chacune de ces actions et comment on agit à chaque niveau. La libération des blocages articulaires et viscéraux s'adresse à ce que l'on appelle les mouvements mineurs du corps, c'est-à-dire les possibilités de glissement des os entre eux et les possibilités de mouvement des organes entre eux. Pour pouvoir réaliser un mouvement de grande amplitude, par exemple avec mon épaule, il faut qu'entre mon humérus et mon omoplate, il y ait des possibilités de glissement. À partir du moment où ces possibilités de glissement ne vont pas se faire correctement, qu'il va y avoir une restriction dans cette micro-mobilité, le mouvement majeur ne pourra pas se faire. Quand je lève mon coude, il faut que la tête de l'humérus glisse sur la glène de l'omoplate. Si ce mouvement n'est pas possible, on ne pourra pas lever le bras ou ça va provoquer un geste douloureux. C'est la même chose au niveau de la colonne vertébrale. Pour pouvoir faire des mouvements, par exemple de la nuque, de flexion-extension, de rotation ou d'inclinaison, il faut qu'au niveau de chaque vertèbre, il y ait des possibilités de glissement sur les facettes. À partir du moment où une seule facette articulaire va être bloquée, le mouvement de ma vertèbre va être gêné et sera impossible dans une certaine direction. Il pourra toujours être possible dans un sens et impossible dans l'autre. Autour de ce blocage va s'installer des contractures qui font que l'ensemble de mon rachis cervical va se retrouver bloqué ou gêné dans son fonctionnement. Donc, à la différence, par exemple, de la kinésithérapie de base, où on s'adressait au mouvement majeur, où on massait les muscles et on essayait de restaurer une mobilité de l'ensemble de la colonne, là, on va rechercher la tension qui bloque la vertèbre, et en libérant cette vertèbre, on va redonner une aisance à l'ensemble du segment. De la même façon qu'au niveau de l'épaule, on va jouer sur le glissement des os l'un par rapport à l'autre pour restaurer les mouvements de grande amplitude. Alors bien entendu, une vertèbre déplacée, ça n'existe pas. On entend souvent, on l'entend moins heureusement, mais on a entendu pendant longtemps ce langage, je me suis déplacé une vertèbre. Il faut plutôt dire correctement, je me suis bloqué une vertèbre ou je me suis bloqué une articulation. À partir du moment où les os ont des possibilités de glissement, il suffit qu'un muscle se contracte anormalement d'un côté et reste tendu pour qu'il tire l'os dans une mauvaise direction. Donc ce qui fait qu'au repos, il y a un décentrage de l'articulation. Au lieu d'être maintenu au centre, la tête de l'humérus, pour regarder l'exemple de l'épaule, au lieu d'être maintenu au centre, va se retrouver légèrement décalée, mais elle est décalée dans des positions de mobilité dont elle dispose. Donc le blocage va être entretenu par cette tension sous l'action d'un arc réflexe, d'un courant électrique quelque part au niveau neurologique,
qui entretient la contracture. Donc le principe de toutes les actions, quelles qu'elles soient, c'est de libérer cet arc réflexe, cette intensité neurologique qui entretient la contracture, pour qu'une fois que la contracture sera libre, l'os se recentre et retrouve une possibilité de mouvement dans les deux sens. Alors comme une articulation peut être 3 plans, il faut que ça soit dans les deux sens des 3 plans. Ces blocages articulaires vont avoir une incidence importante pour la santé qui va bien au-delà de l'articulation. Bien sûr, à partir du moment où vous allez avoir un blocage, que ce soit d'une cervicale avec des contractures autour, secondaires, ou pour reprendre l'exemple de l'épaule, d'une épaule, il va y avoir une gêne dans les mouvements, voire une douleur importante ou faible au repos ou dans les mouvements, mais ces blocages peuvent venir irriter certains nerfs, irriter certains vaisseaux, et à ce moment-là provoquer, si c'est certains nerfs, des névralgies. Ou si c'est au niveau d'une lombaire, que ces tensions musculaires autour du blocage compriment le nerf sciatique, provoquer une sciatique. Il y a bien sûr des sciatiques qui vont être dues à des hernies discales, mais il y a des sciatiques qui sont simplement dues à des tensions sur le trajet du nerf. Où là, on a des actions intéressantes. Bien entendu, s'il y a une hernie discale, on est dans un autre cas qui peut nécessiter la chirurgie. Donc, le but en libérant ces micro-mouvements, en libérant ces blocages, c'est de redonner aux os, aux muscles leur mobilité, leur souplesse, mais aussi de libérer toutes les compressions vasculaires et nerveuses qui peuvent provoquer, je vous l'ai dit, des névralgies, mais aussi perturber le fonctionnement des organes à distance. Pour qu'un organe fonctionne correctement, il reçoit son influx nerveux, il reçoit son alimentation sanguine et il élimine ses déchets via les vaisseaux. À partir du moment où il va y avoir une irritation de ces vaisseaux ou de ces nerfs, l'influx nerveux est perturbé, donc la commande de l'organe est perturbée, l'apport nutritif est perturbé et l'élimination des toxines, des déchets est également perturbée. Ce qui fait qu'un organe peut moins bien fonctionner à partir d'un certain temps, alors que le problème est parti il y a 6 mois ou 1 an. À partir du moment où une compression qui gêne le drainage persiste dans le temps, la pathologie ou le dysfonctionnement va apparaître pas forcément immédiatement, mais ça peut être plusieurs années après un traumatisme ou un désordre. Ce principe donc s'applique aux os, s'applique aux organes et s'applique également aux os du crâne. Le crâne est composé de 26 os qui ont tous une possibilité de jeu et de mouvement, déjà pour la naissance. Au moment où le crâne passe dans le détroit inférieur de la maman, au niveau du périnée, il faut que les os se chevauchent pour que la tête puisse passer, pour diminuer son diamètre. Et ce chevauchement est important car il contribue au modelage du crâne. À partir déjà où une maman a un bassin de travers, donc un détroit inférieur déformé, le crâne va subir des pressions plus importantes à certains endroits qu'à un autre. Je ne parle pas quand il y a eu les ventouses ou les forceps, où il y a d'autres déformations qui s'installent. Donc on voit toujours un crâne de bébé déformé de toute façon déjà à la naissance. Il y a une déformation normale, physiologique, puis il y a des déformations anormales qui sont dues à des excès de compression à certains endroits. Donc là, on va pouvoir intervenir en détendant les tissus qui sont pris dans ces sutures entre les os pour repermettre aux os de retrouver une position normale et une mobilité normale, même si le jeu est de quelques microns. Mais ce mouvement est important. Ce n'est pas tant la perte du mouvement qui va gêner le fonctionnement du corps ensuite, c'est que les tissus qui sont pris entre les os sont irrités et provoquent par voie réflexe des irritations au niveau du cerveau, donc de la commande, mais aussi au niveau des muscles et des organes à distance. Toutes ces actions articulaires, crâniennes, viscérales vont être complémentaires. On a vu tout à l'heure qu'un déséquilibre du corps au niveau articulaire pouvait générer un déséquilibre des organes en provoquant des compressions vasculaires ou des compressions nerveuses, donc en perturbant la libre circulation de l'influx nerveux et du sang. En sens inverse, ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos organes, je vous ai parlé tout à l'heure de fascia, ça va être la deuxième action que je vais développer, tous les organes sont enveloppés par un tissu conjonctif, un tissu qui les relie entre eux et qui les rattache aux parois, donc aux parois musculaires et aux parois osseuses, ce qui fait que nos organes sont suspendus à notre squelette. De même que nos muscles, nos vaisseaux et nos artères, nos nerfs sont rattachés les uns aux autres et raccrochés au squelette par ces membranes de tissu conjonctif qu'on appelle les fascias.
À partir du moment où un organe ne va pas bien fonctionner, que les membranes autour vont être tendues, ces tensions vont se répercuter au niveau musculaire, qui vont donc générer des blocages articulaires et provoquer des douleurs en bout de course. Ce qui fait qu'on se retrouve, quand on a un patient à traiter, avec cette double équation, c'est qu'un problème articulaire peut avoir une origine viscérale et un problème viscéral peut avoir une origine articulaire. Au niveau des organes, je vous ai parlé de ces membranes qui les enveloppent et je vous ai parlé de restaurer la mobilité. Ce n'est pas tant de restaurer la mobilité qui est importante. Pour nous, biokinergistes, restaurer la mobilité d'un organe veut dire détendre les membranes qui sont autour. Donc comment on sait qu'un organe ne fonctionne pas? Parce qu'il a une perte de mobilité. Cette perte de mobilité est due à des tensions. Et pourquoi ces tensions sont importantes? Bien parce que là aussi, les organes sont vascularisés, innervés, on en a déjà parlé, et les vaisseaux passent dans ces membranes qui enveloppent les organes. Donc à partir du moment où ces membranes sont tendues, les vaisseaux sont irrités ou comprimés, de même que les nerfs. Et donc c'est là aussi une cause de dysfonctionnement. Donc on voit, je vous donnais tout à l'heure dans les objectifs, rétablir les échanges circulatoires et nerveux, on voit que ces échanges peuvent être perturbés à différents niveaux. Au niveau vertébral, au niveau articulaire et au niveau des membranes qui enveloppent les organes. D'où l'importance de pouvoir détendre ces fascias, ces membranes de tissu conjonctif qui enveloppent nos os, nos organes, nos vaisseaux et nos nerfs. On en arrive donc à la deuxième action de la biokinergie. Donc les fascias, je vous l'ai dit, ce sont des membranes de tissu conjonctif, membranes transparentes. Lorsqu'on mange un steak, on peut voir des membranes transparentes qui recouvrent les fibres musculaires. Ces fascias se réunissent aux extrémités du muscle en tendons. Tous les muscles du corps étant enveloppés par ces fascias vont fonctionner en chaîne. C'est-à-dire qu'on a une multitude de muscles, mais ils vont pouvoir être coordonnés et fonctionner en chaîne. Par exemple, si je lève la main pour la poser à la tête, c'est une succession de muscles qui se sont contractés en même temps. Et tous ces muscles sont reliés par des membranes sans discontinuité. C'est-à-dire que les fascias vont relier les muscles, les envelopper, les cloisonner, mais les relier les uns aux autres. Donc le corps humain sur un plan musculaire va fonctionner en chaîne. Et à partir du moment où il va y avoir un désordre à un bout de la chaîne, on va se retrouver avec des répercussions à l'autre bout. C'est pourquoi ces fascias, qui sont un petit peu plus récents dans les techniques médicales, qu'on retrouve en France depuis 30 ou 40 ou 50 ans, mais dont on n'a pas encore beaucoup parlé, vont être importants parce qu'ils sont riches en récepteurs nerveux, donc c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir agir, et ils créent l'unité physique du corps. J'aurai l'occasion d'en reparler. Et donc cette unité physique fait que si je me fais une entorse, que je me retrouve avec certains déséquilibres du pied, ça va entraîner des tensions dans les muscles qui partent du pied, qui au niveau du genou vont entraîner des tensions dans les muscles qui partent du genou vers la hanche, puis au niveau de la hanche, des muscles qui partent de la hanche vers la colonne. Et de la même façon que tout à l'heure, une compression vasculaire et nerveuse pouvait finir par gêner le fonctionnement d'un foie ou d'un estomac parce que celui-ci était perturbé dans sa fonction ou dans l'élimination de ses toxines, eh bien une entorse peut provoquer des douleurs de dos 6 mois, 1 an, 2 ans après sa survenue, parce que les tensions petit à petit vont monter à travers ces chaînes musculaires. Je vous disais tout à l'heure qu'un problème articulaire pouvait avoir une origine viscérale, un intestin qui fonctionne mal, accumulation de toxines, tension des membranes qui l'enveloppent, qui finissent par tendre les muscles sur lesquels s'insèrent ces membranes et bloquer, dans un deuxième temps, le rachis. Au niveau articulaire et musculaire, c'est la même chose. On a bien sûr des muscles courts qui maintiennent la cohésion des articulations, et on a des muscles longs qui les mobilisent et qui se relaient les uns les autres. À partir du moment où il va y avoir un blocage articulaire, on l'a vu dans l'exemple cervical, il y a des contractures de défense qui sont là autour et qui font mal. Mais à partir du moment où des muscles longs sont tendus, les os qui sont à leur extrémité se retrouvent bloqués. Donc cette notion d'intrication des désordres articulaires, organiques et musculaires, ça va correspondre à la dimension physique
dans un jargon un petit peu plus professionnel, à l'action biomécanique de la biokinénergie. Donc restaurer la mobilité des structures et la souplesse des tissus qui maintiennent en cohésion et qui mobilisent ces structures. Ces actions, donc on l'a vu, sont complémentaires dans le sens où, lorsque vous avez mal, par exemple, pour revenir à un exemple des vertèbres cervicales, ou on peut prendre la même chose au niveau des dorsales, prenons l'exemple de douleurs dorsales, ces douleurs dorsales peuvent être des blocages articulaires qui entraînent des contractures de défense superficielles. Ou ça peut être des tensions musculaires qui convergent au niveau d'une vertèbre et qui finissent par bloquer cette vertèbre. Donc là, on se retrouve par rapport aux différentes disciplines qui existent avec des indications différentes. Si c'est une vertèbre qui s'est bloquée, c'est des capsules, c'est des ligaments, c'est des muscles courts qui, très profonds, sont bloqués, sont tendus. Là, il va falloir mobiliser les vertèbres pour l'atteindre. Et si vous allez voir à ce moment-là un kiné qui vous fait du massage classique, qui masse les contractures qui sont secondaires à ce blocage vertébral, vous avez des douleurs qui augmentent, puisqu'on agit sur la conséquence. Si des muscles se contractent pour se protéger et défendre d'un problème plus profond, et qu'on vient titiller, excusez-moi l'expression, ces muscles, on réactive leur inflammation. Donc là, à ce moment-là, une action articulaire va être meilleure et efficace, puisqu'on va s'adresser à la cause. Mais dans le sens inverse, vous avez par exemple des patients qui ont vu des ostéopathes ou des médecins de médecine physique, enfin des praticiens qui vont agir sur la mobilité articulaire et qui n'ont pas eu de résultat. Et lorsqu'ils vont être massés tout simplement par un kiné, vont trouver un soulagement, voire une guérison rapide, parce que c'est le muscle qui est en cause. Donc tout dépendra si ces muscles longs sont accessibles ou si les muscles courts le sont ou pas. Donc quand il va s'agir de muscles longs, on va pouvoir les avoir directement sous les mains, même s'ils sont profonds. En revanche, dès qu'il s'agira de muscles courts, les muscles courts vont bloquer les os et on ne pourra pas les corriger sans avoir une mobilisation des articulations entre les mains. Donc la même chose pour les organes, il va falloir prendre les organes, les mobiliser les uns par rapport aux autres, ou les mobiliser par rapport aux parois, c'est-à-dire aux muscles et aux os sur lesquels les membranes qui attachent ces organes au squelette s'insèrent. Donc voilà pour les deux actions physiques. Je les ai remontées dans l'ordre pour comprendre que nos structures, la mobilité de nos structures, dépend de l'état de tension des tissus qui les enveloppent et qu'il y a une réciprocité. Mais l'état de tension des tissus qui les enveloppent va dépendre de la libre circulation de l'influx nerveux et des liquides dans ces tissus. Ce qui nous amène à notre première action, ou la troisième si je les prends dans le sens inverse, qui est l'action énergétique et réflexe, qui a pour but de rétablir les échanges circulatoires, nerveux et énergétiques qui se font dans ces tissus. Donc ce protocole d'action énergétique et réflexe s'effectue par la stimulation de points cutanés qu'on appelle des points réflexes et parmi lesquels il y a également les points d'acupuncture. Je vous ai dit que tous nos os, tous nos organes, tous nos muscles, tous nos vaisseaux étaient enveloppés par du tissu conjonctif, par du tissu de soutien, et tous ces tissus, et notamment ce tissu de soutien, est riche en récepteurs nerveux. Quelle est la fonction de nos récepteurs nerveux au niveau du corps? Ils sont fondamentaux, puisque c'est eux qui nous permettent de nous adapter à notre environnement, d'enregistrer tout ce qui se passe à l'extérieur, qui nous arrive par voie tactile, par voie olfactive, visuelle, auditive. Donc on a un ensemble de récepteurs nerveux qui vont enregistrer notre position dans l'espace, qui vont apprécier si le sol est plat, si on doit poser le pied à plat ou légèrement de travers, etc., qui vont équilibrer notre posture et qui, à l'intérieur du corps, vont permettre à notre organisme de s'adapter à tout ce qui arrive de l'extérieur, mais aussi à tous les désordres et tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc ces récepteurs nerveux envoient en permanence des informations entre tous nos tissus, tous nos organes, pour que le corps maintienne des constantes biologiques, maintienne une posture équilibrée. À partir du moment où il va y avoir un bon fonctionnement, on va avoir un chassé-croisé normal
entre des informations qui viennent de la peau, de l'extérieur, et qui vont vers les organes, le cerveau, et des informations qui repartent du cerveau pour aller vers les organes et vers la peau. Et il se produit ce phénomène qui est intéressant et qui nous permet, nous, d'être efficaces manuellement, c'est qu'à partir du moment où il va se produire des problèmes au niveau métabolique, biologique, des problèmes au niveau du fonctionnement des organes ou des muscles, il va y avoir des informations qui vont partir de la profondeur et venir se matérialiser en surface au niveau de la peau et des muscles sous la forme de points de tension qui vont être en regard des récepteurs nerveux impliqués. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où il va y avoir un désordre en profondeur, il s'inscrit en surface, on a un moyen en surface de pouvoir agir et d'aller stimuler les mécanismes, rétablir les mécanismes qui régulent le fonctionnement de la profondeur, donc de nos organes et de nos muscles. Alors on va jouer sur différents types de points réflexes suivant la perturbation en cause. Je m'excuse de vous ennuyer quelques secondes avec des termes un petit peu médicaux ou un peu plus scientifiques, mais bon, pour vous permettre surtout de comprendre que suivant les points qu'on va utiliser, on n'aura pas les mêmes actions. La première catégorie de points sur lesquels on intervient sont des points neurotissulaires, donc tissulaires, comme leur nom l'indique, qui vont nous permettre de jouer sur l'état de tension des tissus. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on va retrouver des contractures musculaires, des blocages vertébraux, il va y avoir des récepteurs nerveux qui sont irrités et qui entretiennent la contracture qui bloque l'articulation. En regard de ces récepteurs nerveux, on retrouvera des points réflexes qu'on appelle des points neurotissulaires qui vont présenter des points de tension, et on en reparlera tout à l'heure puisque c'est l'originalité de la biokinésie, également des manifestations rotatoires des tissus sur eux-mêmes. Donc ces points neurotissulaires vont nous amener à traiter les problèmes articulaires, musculaires. En les stimulant, on va rétablir l'équilibre neurologique pour qu'il n'y ait plus de tension musculaire anormale et qu'il n'y ait plus de blocage. Les points neurophysiologiques ne vont plus jouer sur l'état de tension des tissus, mais sur leur physiologie, sur leurs échanges. Pour que nos tissus soient indolores, il faut qu'il y ait toute une activité biologique qui se fasse correctement entre chaque cellule. Il y a au niveau des cellules des échanges permanents de liquides, de molécules, d'ions, et à partir du moment où il va y avoir des perturbations dans ces échanges, on va se retrouver avec des troubles biologiques, donc une irritation de tissus d'origine biochimique, donc des douleurs et des mauvais fonctionnements d'organes. Ça, c'est les points neurophysiologiques. La troisième catégorie de points, donc l'un pour détendre les tissus, l'autre pour jouer sur leur métabolisme, sur leur activité biologique. Et le troisième point va être important, ce sont les points d'acupuncture. Je vais t'amener à reparler un peu de médecine chinoise dans quelques minutes. Donc tous ces points, les points d'acupuncture, eux, vont nous permettre de jouer sur les méridiens, sur tout le réseau énergétique de la médecine chinoise. Donc là, on rentre dans une autre discipline qui est complètement intégrée dans la biokinésie, où l'individu va être traité dans sa globalité non seulement physique, c'est-à-dire articulaire, musculaire, viscérale, comme on vient de le voir, mais aussi énergétique et en rapport avec l'environnement. La quatrième catégorie de points qu'on va utiliser sont des points de réflexologie. C'est un paramètre un petit peu plus annexe dans notre discipline, mais qui est important. C'est qu'il y a, pareil au niveau du corps, des zones où il n'y a pas seulement un point en relation avec le foie, en regard du foie, mais on va voir par exemple sur le pied, sur l'oreille, sur certaines zones du corps, la représentation de tout l'individu. C'est-à-dire qu'au niveau d'un pied, on va retrouver des points qui sont en relation avec chaque zone du corps. Et on pourra être amené dans nos traitements à aller stimuler certains de ces points, le point du foie au niveau du pied, pour rétablir un bon fonctionnement du foie. Donc on voit que, si je reprends l'exemple du foie, pour rétablir un bon fonctionnement du foie, on pourra aller jouer directement sur les tissus qui enveloppent le foie, pour amener une meilleure vascularisation et une meilleure innervation. On pourra peut-être aller libérer la vertèbre bloquée qui gêne le fonctionnement du foie. On pourra peut-être aller stimuler un point d'acupuncture en relation avec le méridien du foie ou aller stimuler un point réflexe. Comment on fera le choix? On verra ça tout à l'heure. Je vous ai parlé de l'action énergétique. L'action énergétique a pour but de réguler l'information entre tous les tissus du corps, entre le cerveau, la moelle épinière et tous les tissus du corps,
de façon à ramener des échanges circulatoires, nerveux, métaboliques et biochimiques corrects. On a vu qu'on pouvait jouer, nous on va jouer au niveau énergétique, donc pour établir ces échanges circulatoires, nerveux, métaboliques et biochimiques, sur deux types de points, les points d'acupuncture, ce qui va m'amener à vous repréciser la notion de médecine chinoise, et les points donc neurophysiologiques. Les uns vont agir sur des méridiens, par le biais des méridiens, les autres directement en regard de ces points sur l'organe ou les tissus concernés. Le système énergétique chinois part du principe que parallèlement à la circulation du sang et de l'influx nerveux, il existe une circulation énergétique qui s'effectue sur des trajets bien précis que l'on a dénommés méridiens. On voit ici au centre du triangle un homme avec des trajets qui représentent les méridiens d'acupuncture, les méridiens de la médecine chinoise. Exactement de la même façon qu'il y a des méridiens au niveau terrestre. Ces méridiens donc font l'objet d'une circulation d'énergie qui peuvent être soumis à certains déséquilibres générateurs de pathologies. Donc ils vont être parsemés de points, qu'on appelle les points d'acupuncture, et ces points vont nous permettre d'aller corriger la perturbation en cause dans ce déséquilibre énergétique. Donc là, il y a tout un rapport qui se fait également avec le système nerveux, où en stimulant ces points, on vient stimuler certaines zones du cerveau qui vont rétablir le fonctionnement de l'organe, détendre le muscle ou agir sur des causes plutôt psychiques. En effet, pour la médecine chinoise, le corps, l'âme et l'esprit ne font qu'un. Et l'homme est une antenne quelque part entre la terre et le ciel, où on reçoit le rayonnement électromagnétique terrestre dont on a besoin, et on reçoit tous les champs énergétiques cosmiques, champs solaires, les neutrinos, etc. Tout un ensemble de rayonnements dans lequel on est soumis sur cette terre. Et pour la médecine chinoise, il doit y avoir un équilibre entre l'environnement, donc toutes ces lois naturelles, cosmotelluriques, et l'individu. Ce qui veut dire qu'on a parlé tout à l'heure de l'unité des organes, des muscles, des articulations. Là, on va encore beaucoup plus loin, on y met aussi l'unité du psychisme. Et on y met également l'interaction de l'environnement social et climatique sur l'individu. Donc on va être amené en médecine chinoise à comprendre pourquoi certaines douleurs, par exemple, sont exacerbées par l'humidité ou par le changement de temps. À partir du moment où quelqu'un souffre d'une région particulière, ça devient un vrai baromètre. C'est-à-dire que certains patients sont capables de nous dire, alors qu'il fait un grand soleil, que demain il va pleuvoir. Parce qu'ils s'aperçoivent que dès qu'il va pleuvoir, quelques heures avant, leur douleur s'augmente. Alors on peut dire c'est bizarre, parce qu'il y a du soleil, et eux commencent déjà à avoir mal, et on dit que c'est l'humidité qui exacerbe leur douleur. Oui, c'est aussi la différence de pression atmosphérique. Des baromètres nous disent que la pression atmosphérique a baissé avant que les nuages arrivent. Et le patient va ressentir la même chose. Dès qu'il va y avoir cette baisse de pression atmosphérique, puisqu'une zone est en souffrance, qu'elle n'a plus les défenses adaptées, il a du mal à lutter contre il a du mal à s'adapter à ce changement, et dès qu'il ne peut plus s'adapter correctement, il y a une augmentation de la douleur. Donc par le biais de la médecine chinoise, par le biais des points d'acupuncture, on va pouvoir mettre en interaction le système pariétal, c'est-à-dire la peau, les muscles, les fascias, les os dont on a vu tout à l'heure, les organes, mais aussi le psychisme. Et donc on va pouvoir aller traiter des causes qui n'ont pas une origine physique, mais qui ont une origine psycho-affective. Tout ce qui est lié au stress, au choc affectif, à toutes nos déceptions, à tout ce stress qui s'accumule parfois un petit peu dans nos vies. Et il n'y a pas forcément besoin d'avoir un décès ou un choc affectif violent pour tomber malade. Ça peut être simplement une succession de petites insatisfactions. Il n'y a pas besoin forcément de... Comme autrefois, on s'était aperçu que les armées pouvaient écrouler un pont uniquement avec des hommes qui marchaient à une certaine fréquence. Le corps, c'est pareil. À force de subir des micro-chocs répétés, peut tomber malade alors qu'il va résister à un gros choc. Ou l'inverse. Je vous disais qu'en médecine chinoise, on prenait l'individu dans sa globalité physique, énergétique, psychique et en interaction avec l'environnement. On le revoit sur ce tableau où
en médecine chinoise, on parle de deux lois fondamentales, la loi yin-yang, l'équilibre du yin et du yang, donc de l'alternance des choses, et une loi qu'on appelle la loi des 5 mouvements ou des 5 éléments, où on classe dans 5 grandes catégories de structure et d'énergie le corps humain. Et on s'aperçoit qu'à chacune de ces fonctions énergétiques correspond des traits psychiques, correspond des émotions et correspond des structures du corps. Ce qui veut dire que, par exemple, pour l'énergie bois, qui est en relation avec le foie, la vésicule biliaire, mais aussi avec la colère, eh bien, quelqu'un qui va avoir un engorgement vésiculaire peut momentanément devenir coléreux. Et en sens inverse, une grosse colère peut perturber notre vésicule biliaire. Les reins, pour prendre un autre exemple, au niveau de l'eau, sont en relation avec la volonté, la décision et la peur, mais aussi avec le rein et la vessie. S'il y en a parmi vous qui ont eu un jour un gros choc, qui ont frôlé un accident par exemple, ben, ils s'aperçoivent qu'ils ont tout de suite envie d'aller faire pipi. Ce n'est pas un hasard, parce que justement, il y a ce lien. Donc la médecine chinoise a fait comme ça tout un lien entre des choses qui paraissent pas liées à premier abord, et qui en fait vont fonctionner en interaction, en résonance les unes avec les autres. Ce qui nous amène donc à pouvoir traiter le corps dans sa dimension physique, énergétique, psychique, mais aussi en lien avec l'environnement. Donc les 3 actions de la biokinénergie, énergétique et réflexe, myofaciale, ostéo-articulaire et organique, vont être complètement indissociables dans notre approche. Puisque les tensions articulaires vont être liées à des contractures musculaires, et que ces contractures musculaires vont être liées à des désordres neuromusculaires, donc à des perturbations de l'influx nerveux qui entretient des contractures, que ces tensions musculaires vont gêner la circulation du sang, l'influx nerveux, et que l'influx nerveux perturbé va entraîner des tensions. Donc on se retrouve avec tout un ensemble de déséquilibres qui nous amènent à traiter le corps dans sa globalité, physique, fonctionnelle, et à travers l'interaction structure, fonction, psychisme. L'unité physique du corps, on l'a vu tout à l'heure, ce sont les fascias qui la réalisent, ces membranes qui relient tout. Donc, à partir de là, on va se retrouver avec une unité des structures, c'est-à-dire avec des os reliés entre eux par des membranes, par des muscles. Ce qui fait que dans la recherche du déséquilibre, il va falloir aller rechercher les déséquilibres physiques sur l'ensemble du corps, et non pas uniquement à l'endroit où ça fait mal, puisqu'une vertèbre peut se bloquer parce que le bassin s'est mis de travers à cause de tension musculaire de la jambe qui vient d'une entorse, donc d'un déséquilibre du pied. L'unité des fonctions vient de tous les échanges dont je vous ai parlé. Pour qu'un corps fonctionne correctement, il faut qu'il y ait une bonne conduction de l'information entre les glandes endocrines, une bonne conduction de l'information entre tous les organes. Donc le corps va devoir en permanence s'adapter à toute modification. Notre tension artérielle oscille en permanence, notre taux de glucose, notre cholestérol, tout est en permanence en oscillation. On a des capteurs. Dès que la tension est trop augmentée, le cerveau réagit, envoie certaines sécrétions hormonales, certains influx nerveux qui contribuent à faire descendre la tension. Dès qu'elle descend trop bas, c'est l'inverse qui se produit. Donc on a constamment un équilibre instable au niveau du corps, et c'est tous les échanges circulatoires nerveux qui contribuent à cet équilibre. Ce qui veut dire qu'on peut être amené à traiter des règles douloureuses ou des désordres gynécologiques en travaillant au niveau crânien, pour jouer sur l'hypophyse, qui est une glande endocrine qui va avoir une action sur les ovaires. On peut aller jouer au niveau du dos sur les glandes surrénales, parce que certains problèmes inflammatoires peuvent venir d'un mauvais fonctionnement de ces glandes. Donc on voit qu'à travers l'unité physique, la pathologie peut démarrer sur différentes structures du corps et interagir à distance, mais de la même façon, par le sang, par l'équilibre neuro-hormonal, donc l'influx nerveux et les hormones, un mauvais fonctionnement d'un organe peut perturber les autres. De la même façon que tout à l'heure, dans les 5 grandes qualités en médecine chinoise, la médecine chinoise nous décrit aussi
des interactions des organes entre eux à travers cette loi. La troisième approche que l'on va avoir dans la globalité du corps, à travers nos trois actions, c'est de jouer sur l'interaction structure, fonction, psychisme. Ça a été prouvé, le stress modifie nos sécrétions hormonales et favorise l'installation de pathologies. Donc le stress, tous les chocs affectifs, tous les chocs psychologiques, toutes les situations conflictuelles qui perdurent. Soit qu'elles sont trop brusques, qu'on n'a pas le temps de s'y adapter ou de les accepter, soit qu'elles perdurent, comme on l'a vu tout à l'heure, dans le temps. Donc, notre recherche, on va parler tout à l'heure de remonter à l'origine des perturbations en cause, notre recherche va devoir s'adapter non seulement à l'étiologie physique, non seulement à l'étiologie fonctionnelle, mais aussi à l'étiologie psychique des perturbations. Certaines tensions ne céderont pas si on n'a pas certaines actions qui permettent aux patients d'accepter ou de libérer toutes les tensions qui ont été liées à certains stress psychiques. Le refus, le refoulement d'une émotion se répercute par des tensions sur le corps qui gênent son fonctionnement. Donc nous, quand on traitera à ce niveau-là, l'objectif sera d'aller remonter à l'origine, à travers les tissus, à travers certains points, pour repermettre une remise en mouvement de l'émotion bloquée, pour qu'elle soit enfin gérée et acceptée par le patient. Donc on va pouvoir agir, nous, sur la fonction et le psychisme, non pas en donnant des molécules, des médicaments au patient pour suppléer les mauvaises sécrétions de son corps, non pas en faisant une psychanalyse au patient pour qu'il accepte certains événements qui ont été refoulés ou qu'il prenne conscience que certaines tensions sont dues à des événements non acceptés ou douloureux sur un plan psychologique, mais on va agir sur cet équilibre fonctionnel, sur le fonctionnement de ces organes et sur notre psychisme via la structure du corps, c'est-à-dire via ces tissus, via les récepteurs nerveux qui sont situés au niveau de ces tissus. Puisque en fait, toutes nos actions vont consister à aller stimuler des points nerveux, à travers tous les points réflexes qu'on a vus, sur les différents tissus du corps, que ce soit la peau, les muscles, les fascias, les organes, les vaisseaux, les nerfs, etc. La plupart des échecs que l'on rencontre au cabinet sont dus au fait qu'on s'adresse aux symptômes et non à leur cause, que l'on soit kiné ou médecin. Pourquoi? Parce que la plupart des douleurs ne démarrent pas directement à l'endroit où il y a cette douleur, mais trouvent une origine à distance. Pour une même pathologie, les causes, on l'a vu, sont multiples. C'est d'ailleurs pourquoi il existe autant de disciplines. Les kinés, les ostéopathes vont s'adresser aux causes mécaniques d'une douleur. Vous avez mal au cervical, je vais voir si vos muscles sont contractés si je suis kiné. Si je suis ostéopathe, je vais aller mobiliser vos vertèbres, voir s'il n'y a pas des blocages. Ça, ce sont les causes mécaniques. Les acupuncteurs, les praticiens en médecine chinoise, eux, ne vont pas s'adresser aux causes mécaniques, ils vont s'adresser aux causes énergétiques. Maintenant, supposez que vous ayez un coup de froid, vous êtes exposé à un courant d'air, vous roulez la fenêtre ouverte. La médecine chinoise nous explique ça tout à fait, qu'un courant d'air, qu'un coup de froid, qu'un coup de chaleur peut perturber les énergies du corps, tendre les muscles et provoquer par exemple un torticolis. Si vous avez un torticolis suite à une exposition à un courant d'air ou à une fenêtre ouverte dans votre voiture, que vous allez voir le kiné ou l'ostéopathe, il va retrouver des contractures. Il va retrouver des vertèbres bloquées. Donc il va pouvoir agir. Mais il va agir sur quelque chose qui est secondaire à un déséquilibre énergétique. Ce qui veut dire qu'au mieux, ça va vous soulager quelques minutes ou quelques heures et ça va se réinstaller. Au pire, ça va augmenter votre douleur, si l'action était vraiment trop intempestive. Dans ce cas-là, si vous allez voir un praticien en médecine chinoise, le travail des aiguilles sera parfait, ou la stimulation en massage chinois chez un kiné des points sera parfaite, puisqu'elle va avoir pour objectif d'aller traiter les conséquences de l'exposition au courant d'air. Le sens inverse est vrai. Si vous avez des déséquilibres énergétiques liés à un torticolis, mais qui sont partis d'un faux mouvement, d'une mauvaise posture qui a bloqué une vertèbre, vous n'arriverez pas forcément en rétablissant les énergies
à libérer cette douleur, puisque la cause sera entretenue par un blocage vertébral. Hein, c'est la raison pour laquelle les ostéopathes envoient leurs patients à des acupuncteurs et les acupuncteurs envoient leurs patients à des ostéopathes. Pour ne citer que ces deux disciplines qui ne sont pas les seules à agir sur les causes mécaniques et sur les causes énergétiques, hein, puisqu'il y a la médecine physique, il y a l'ostéopathie, il y a la chiropraxie, il y a l'éthiopathie pour ce qui est mécanique, il y a le massage chinois chez les kinés, l'acupuncture chez les médecins, entre autres pour ce qui est énergétique. Si la cause, par contre, est due à du stress, ou la cause est due à des chocs psycho-affectifs, il va de soi qu'il y a une autre catégorie de profession qui sera indiquée, c'est les psychiatres, les psychologues, les psychothérapeutes, pour pouvoir jouer, ou les praticiens en relaxation, en sophrologie ou autres, pour pouvoir jouer sur la cause psychique. Donc, on commence à le comprendre, l'intérêt de la biokinéergie, ça ne va pas être de faire mieux que le médecin de médecine physique ou l'ostéopathe sur un plan mécanique, ça ne va pas être de faire mieux que l'acupuncteur ou le praticien en massage chinois sur un plan énergétique, ou de remplacer la psychothérapie, ça va être de pouvoir jouer sur les trois causes en même temps, puisque les déséquilibres sont parfois multiples, et qu'une douleur survient parce qu'il y a un déséquilibre énergétique, plus une vertèbre bloquée, plus des contractures, et plus un stress qui s'est rajouté la veille là-dessus. Donc ça va être pouvoir agir sur toutes les causes, quelle que soit leur origine. Et que si vous allez voir un patient, vous allez voir un thérapeute en tant que patient parce que vous avez une douleur, si c'est mécanique, il pourra intervenir, si c'est énergétique, il pourra intervenir, si c'est musculaire, il pourra intervenir, et qu'il va avoir des réponses adaptées à toutes ces causes. Il est en effet important de comprendre que la maladie n'est pas un hasard, mais précisément l'accumulation d'une multitude de déséquilibres que l'on a donc résumé sur cette vidéoprojection. On voit que à l'origine des pathologies fonctionnelles, à l'origine de certaines maladies, du déséquilibre biologique ou tout simplement d'une baisse de la vitalité, d'une fatigue, d'une méforme, eh bien on peut avoir tout un ensemble de désordres que l'on a vus, hein, qui vont des tensions musculaires au blocage articulaire, en générant éventuellement des compressions vasculaires ou nerveuses. Ça peut être un mauvais fonctionnement des organes, ça peut être des déséquilibres énergétiques, où la médecine chinoise va nous offrir un champ d'action intéressant, ou tout simplement des désordres psycho-affectifs. Mais le plus souvent, on a parlé tout à l'heure de l'unité du corps, où un problème du pied peut, à travers les chaînes musculaires, entraîner un problème de lombaire, ou un problème de crâne entraîner un problème de lombaire. Quand on additionne tout ce qui, à partir des désordres articulaires et musculaires, peut s'empiler et converger sur une zone, plus tout ce qui énergétiquement peut venir converger sur une zone, tout ce qui, par une origine psycho-affective, peut encore venir converger, on s'aperçoit que bien souvent, dans un torticolis, ce n'est pas uniquement le courant d'air, ce n'est pas uniquement la contracture, ce n'est pas uniquement le blocage, ce n'est pas uniquement le stress, c'est parfois tout ça. C'est pour ça qu'il y a des fois où vous avez, pour prendre l'exemple d'une douleur, une douleur ponctuelle ou un organe qui fonctionne mal, vous allez voir n'importe quel thérapeute, à condition qu'il exerce correctement son art, et vous allez être guéri, parce que le problème est simple. Et il y a d'autres moments, il faudra accumuler toutes ces corrections pour avoir un résultat. Ce qui fait qu'en biokinéergie, parfois, on a des résultats immédiats, avec peu d'action, et d'autres fois, il va falloir 2, 3, 4 séances pour que le résultat tienne et soit acquis. En général, quand il faut plusieurs séances, ça veut dire que ce n'est pas parti de la veille, et qu'il y a un ensemble de déséquilibres qui se sont accumulés au cours des années. Et va de soi que plus on avance en âge, plus il peut y en avoir, sauf si on est correctement suivi et qu'on a un entretien où au fur et à mesure que ces déséquilibres s'installent, on les libère par 2 ou 3 séances annuelles. Donc, tout ce que l'on va accumuler va petit à petit finir par converger sur certaines zones et provoquer des douleurs et des maladies. Et donc, il faut bien comprendre que si le matin, en vous penchant au-dessus de votre lavabo, vous vous déclenchez un lumbago, ce n'est pas le poids de la brosse à dents que vous avez soulevé. Okay ? C'est qu'il y a eu un certain nombre de déséquilibres qui ont généré des tensions dans votre région lombaire, et que peut-être la veille,
une réflexion désagréable vous a été faite par votre mari ou votre femme, que la nuit vous ne le digérez pas, ou par un collègue au travail, ou peu importe, un événement, et que ce stress psychologique réaugmente de quelques degrés la tension des lombaires. Et toute pathologie, toute douleur a un seuil d'apparition. Tant que la tension n'a pas atteint un certain degré, ça ne se bloque pas. Donc c'est là à l'état latent. Et il suffit d'une petite goutte d'eau pour que le vase déborde. Et donc bien souvent, on ne comprend pas pourquoi, alors qu'on avait passé une excellente journée la veille, par exemple, d'un seul coup, on se réveille, on avait pas mal, tout allait bien, on a fait du sport, tout était parfait, et puis on se réveille le matin, on est bloqué. Qu'est-ce qu'on a fait la nuit? La nuit, le cerveau, il a digéré un tas de choses qu'il n'avait peut-être pas forcément réussi à accepter dans la journée, il y repense, ça rajoute momentanément une petite tension, parce que dès que le cerveau pense, il déclenche des choses. On ne peut pas penser sans qu'il y ait des faits. Hein, vous pensez que vous êtes sur la plage, au soleil, si on est des hommes que les femmes sont belles, si on est des femmes que les hommes sont beaux et bien musclés, et il y a une détente qui s'installe. Si vous pensez à un événement douloureux de votre vie, il y a automatiquement des tensions qui s'installent. Donc il suffit des fois de peu de tensions supplémentaires quand il y a déjà tout un passé d'accumuler à un endroit donné du corps. Donc au départ, le corps compense, il s'adapte. Vous avez une entorse du pied, c'est pas facile de marcher le pied de travers, vous remettez le pied à plat, vous rééquilibrez votre genou, et vous voyez, pour que mon pied soit à plat, c'est ma colonne qui s'est mise de travers. Vous vous cognez la tête, c'est un autre déséquilibre qui s'installe au niveau des cervicales, qui ramène une tension dans l'autre sens. Et à un moment donné, ça vrille. Et le point de convergence, c'est là où la douleur va apparaître. Surtout si vous avez déjà une déficience. D'ailleurs, on voit bien que tous les hépatiques, dès qu'ils sont fatigués, déclenchent des problèmes digestifs ou des problèmes musculaires, puisque le foie commande les muscles. Chaque fois qu'on a un point faible quelque part, et qu'on est fatigué, ou qu'on a du stress, ou qu'on a des choses désagréables qui surviennent dans notre vie, c'est souvent cette zone qui réapparaît. Il y a des gens, dès que ça ne va pas, ils font de l'eczéma. Donc, ce n'est pas le stress psychologique qui a directement déclenché l'eczéma, c'est qu'il y a un déséquilibre, il y a un point faible qui fait que sur un plan cutané, vous êtes fragile, et dès qu'il se surajoute une petite chose, le désordre apparaît à ce niveau-là. Et donc, on va se retrouver, pour chaque pathologie, avec des causes très éloignées de la plainte. Donc, à chaque fois qu'un patient vient nous voir, on ne va pas forcément traiter la zone douloureuse, mais on va reprendre l'individu dans sa globalité, que l'on a vu tout à l'heure, physique, fonctionnelle, dans l'interaction de la structure, de la fonction et de l'énergie, pour essayer de retrouver le point de départ de ces différentes pathologies. Comment va-t-on débroussailler tous ces déséquilibres, tous ces désordres? Puisque ça sous-entend, on va le voir tout à l'heure, je vous ferai une petite démonstration pratique, qu'un bilan va nécessiter d'inspecter l'état des muscles à tous les niveaux, de regarder s'il n'y a pas de blocage articulaire, de voir si, sur un plan énergétique, il n'y a pas de déséquilibre à corriger par le biais de points d'acupuncture, s'il n'y a pas des zones de tension qui expriment une souffrance psychoaffective. Ça pourrait paraître très complexe, puisqu'en fait, il faudrait pouvoir être capable de faire les bilans d'un kiné, d'un ostéopathe, d'un acupuncteur, tout ça réuni. Alors, il y a une chose très facile en biokinésie, ce qui est donc à l'origine de cette discipline, c'est que dès qu'il apparaît dans le corps un désordre, qu'il soit métabolique, biologique, que ce soit des contractures, des blocages articulaires ou un déséquilibre énergétique, il apparaît en surface, au niveau de la peau, des fascias superficielles, des muscles, des points de tension qui présentent la caractéristique, lorsqu'on donne un appui à leur niveau, de réagir par un mouvement de rotation des tissus et de déclencher un arc réflexe qui réentraîne la détente des tissus autour ou qui restimule, qui relance, qui rééquilibre les échanges circulatoires nerveux et le fonctionnement des organes à distance. Donc ces points d'enroulement, où est-ce qu'on les retrouve? Eh bien, on les retrouve en regard des blocages articulaires, en regard des contractures musculaires, sur les points d'acupuncture ou les points réflexes à traiter. Et c'est ces points qui vont nous indiquer les zones perturbées, mais aussi nous donner le moyen de les corriger et de déterminer quel type de correction doit être appliqué.
Ce qui fait que si une vertèbre douloureuse doit être corrigée par des actions mécaniques, j'aurai mes points d'enroulement sur les points neurotissulaires qu'on a vu tout à l'heure. Si ça doit être corrigé par une action énergétique, ils seront sur le point d'accu. Et si ça doit être corrigé par une action musculaire, ils seront aux extrémités des muscles contractés. Et donc là, on viendra placer des doigts sur chacun de ces points, de part et d'autre des muscles, pour là encore stimuler ces points, provoquer un arc réflexe qui va amener la détente du muscle. On va accompagner le mouvement de raccourcissement ou de rallongement des muscles en cause. Et à partir de ce moment-là, au bout d'une certaine position, l'influx nerveux qui entretenait la tension disparaît. Et c'est exactement comme si j'appuie sur l'interrupteur, il n'y a plus de courant, il n'y a plus de lumière. Là, à partir du moment où il n'y a plus d'influx nerveux anarchique, nociceptif qui agit sur le muscle se détend. Maintenant, pour être plus explicite, on va voir comment se déroule une séance, comment en fait le praticien en biokinésie agit pour rétablir l'équilibre général du corps dans sa dimension physique, articulaire, musculaire, viscérale, myofaciale, énergétique et psychoaffective. Un traitement commence déjà par un interrogatoire. On a vu que les désordres du corps étaient multiples, que les points d'enroulement tissulaire vont nous permettre de les retrouver facilement, on va voir comment, mais l'interrogatoire aussi va être un élément d'avoir des pistes de recherche. Donc on va poser un certain nombre de questions aux patients qui vont bien au-delà du motivation de la consultation. Déjà, pourquoi vous venez? Je viens parce que j'ai mal au dos. Après, on va avoir tout un interrogatoire sur les circonstances d'apparition de ces douleurs. Si le patient commence à nous décrire que c'est des douleurs qui sont plutôt nocturnes, on va s'orienter vers des pathologies d'origine inflammatoire. Donc, on sait déjà que la médecine chinoise, les points d'acupuncture vont mieux répondre à ces perturbations d'origine inflammatoire que des problèmes mécaniques, articulaires ou musculaires. Si le patient nous dit que les douleurs sont plutôt à l'effort, au mouvement, on sait qu'on a vraisemblablement des contractures, des blocages articulaires sous-jacents, plutôt qu'un problème inflammatoire. Mais certaines douleurs sont mixtes, ce qui veut dire qu'il va falloir enlever l'inflammation et libérer les causes mécaniques. D'où une action à la fois articulaire, musculaire et sur les points d'acupuncture. Ensuite, on va poser des questions sur le passé du patient, à tous les niveaux, sur ses habitudes, sur ses activités, sur tout ce qu'il a subi, comme choc physique, psychologique, affectif, comme opération, etc. Et à partir de là, on va déjà avoir une idée de tous les déséquilibres que le corps a pu enregistrer. Le corps, qui, je le rappelle, a une véritable mémoire de tous nos traumatismes physiques et psychiques. Et à partir du moment où on va détecter des perturbations inscrites sous forme de tension dans les tissus, sous forme de points d'enroulement au niveau des récepteurs nerveux, on va réveiller cette mémoire et permettre au corps de la rééquilibrer. Ce qui veut dire que sur un plan psychologique, à partir du moment où on a vécu un événement traumatisant, que l'on a refoulé, Freud nous l'a bien expliqué, tout ce que l'on refoule se réinscrit dans le corps. Alors justement, l'avantage, c'est qu'à partir du moment où on va aller réveiller par le corps la mémoire de l'événement, c'est-à-dire qu'on va stimuler certaines zones du corps qui sont tendues à cause de cet événement, l'événement revient en mémoire du patient, pas souvent consciente, mais du moins au niveau subconscient. Et pendant le temps de la séance, ou les heures ou les jours qui vont suivre, cette mémoire qui est réveillée, le patient a de nouveau la possibilité de la gérer, de la digérer et de l'accepter. Donc de ne plus la refouler. Ce qui veut dire que les points d'enroulement vont nous amener sur les zones psychoaffectives perturbées et que leur libération va permettre au patient de refaire un travail d'acceptation qu'il n'a pas pu faire sous l'effet de la violence du choc ou parce qu'à un moment donné, c'était plus supportable. Donc bien entendu, ça va nécessiter tout un travail de préparation pour en arriver à ce que petit à petit, un patient puisse faire un travail qu'il n'avait pas pu faire jusque-là. Donc il n'y a pas seulement un travail physique qui est produit par la biokinésie, mais il y a aussi tout un travail psychoaffectif. Et souvent, les patients, quand ils sortent de nos séances, nous disent qu'ils ont l'impression d'avoir laissé des valises. On a l'impression, après une séance, d'être léger, de re-respirer, d'avoir un ballon d'oxygène, de ne plus avoir toutes ces tensions qui nous oppressent aussi bien. Et quand on dit tension, c'est aussi bien tension physique que psychique. L'une générant l'autre et l'inverse. Voilà, donc nous allons voir maintenant sur un patient comment
comment on agit, comment on intervient et comment se déroule une séance. Après un interrogatoire méticuleux qui nous aura indiqué les zones douloureuses, les zones perturbées, et qui nous aura indiqué tout l'historique qui a pu amener ces désordres, on va procéder à un bilan global du corps. Le bilan se fait de la tête aux pieds. Qu'est-ce que l'on va rechercher? Toutes les zones de tension musculaire. Là, je vais rester volontairement sur cette patiente qui présente des douleurs cervicales, uniquement au niveau du rachis, mais la palpation des muscles devrait s'effectuer depuis le haut du cou jusque dans les pieds. À partir de ce bilan musculaire, je vais passer à un bilan articulaire, où par exemple pour le rachis, je vais mobiliser successivement les vertèbres dans certains mouvements pour m'apercevoir par exemple qu'ici on a toutes les vertèbres cervicales hautes qui sont bloquées dans une position de rotation gauche. Ce qui veut dire que si on demande vraisemblablement à cette personne de faire des mouvements de rotation complets du cou, elle ira beaucoup moins loin à droite qu'à gauche. Donc je vais repérer les zones vertébrales qui présentent des restrictions de mobilité. Donc on a toute la partie haute des vertèbres cervicales, on a une 7e cervicale, on a un ensemble de vertèbres dorsales aussi qui vont présenter des restrictions de mobilité. Donc on va examiner comme ça tout le rachis. On fera la même chose pour les membres supérieurs et inférieurs. Donc là, on aura déjà des informations de savoir si nous avons des articulations bloquées de façon plus importante ou des muscles bloqués de façon plus importante. Donc ça, c'est le bilan physique, articulaire et musculaire. Vous allez vous mettre sur le dos, s'il vous plaît. Juste baisser un tout petit peu le pantalon, voilà, comme ça. Après un bilan articulaire et musculaire, on va faire un bilan énergétique. Nous empruntons une théorie propre au shiatsu, qui nous vient du Japon, où les Japonais se sont aperçus qu'on avait au niveau du ventre des zones réflexes qui correspondent à chacune des grandes fonctions énergétiques du corps. Donc par la palpation de ces zones, on va pouvoir vérifier l'état énergétique de chacune des fonctions. Pour s'apercevoir par exemple qu'il y a une plénitude d'énergie ou un déséquilibre énergétique à l'estomac, un vide d'énergie au rein, etc., etc. On va également examiner le trajet des méridiens. À partir du moment où un méridien de la médecine chinoise va être perturbé, on va retrouver des signes palpatoires au niveau de ce méridien qui vont nous indiquer que, par exemple, sur son méridien du poumon, il y a un déséquilibre. Ensuite, on n'aura plus qu'à explorer les points du ou des méridiens perturbés pour rechercher le point à traiter. Comment va-t-on rechercher le point à traiter? À partir du moment où un point va être à traiter, dès qu'on va amener un appui au niveau de ce point, les tissus vont s'enrouler autour de nos doigts et nous indiquer que c'est le point à traiter, mais aussi nous offrir le moyen de le traiter. Donc, on va pouvoir comme ça donc, examiner tous les points importants qui vont être en relation avec les fonctions énergétiques qu'on a repérées au niveau du ventre et les points d'acupuncture. On va également, dans un 4e temps, pouvoir rechercher des zones de tension psychoaffective, plus particulièrement en regard de plexus nerveux, par exemple, qui vont nous indiquer qu'il y a des zones qui ont stocké un certain nombre d'émotions, la mémoire émotionnelle du corps. À partir de ce bilan articulaire, musculaire, énergétique, des zones de tension psychoaffective, on va pouvoir démarrer un traitement. Le traitement va devoir ramener l'équilibre à la fois sur le plan physique, énergétique et psychocorporel. Donc on va devoir à la fois détendre les muscles, libérer la mobilité des articulations et des organes et relancer tous les échanges circulatoires, nerveux et liquidiens du corps pour ramener l'équilibre. Et cet équilibre ne peut pas être ramené n'importe comment.
s'il y en a qui sont déjà allés à la pêche à la ligne, quand la ligne est emmêlée, on ne peut pas la démêler dans n'importe quel ordre. Ou si une pelote de laine est emmêlée, pour la démêler, il y a un ordre à suivre. Si on ne suit pas cet ordre, on peut recréer plus de nœuds qu'on en enlève. Donc là, ça va être la même chose. L'important, ça va être de suivre un ordre que va nous indiquer le corps, puisque tout est inscrit dans les tissus. Et si le déséquilibre articulaire est survenu avant une conséquence énergétique à distance, ou l'inverse, il va falloir démarrer par le désordre articulaire avant de libérer la conséquence musculaire ou énergétique, ou l'inverse, démarrer par le désordre énergétique avant de libérer l'articulation articulaire, si l'articulation est apparue après le désordre énergétique. Comment va-t-on repérer l'ordre? Eh bien, par le plus grand degré de tension des tissus. Tout s'inscrit sous forme de tension des tissus, et plus la tension est importante, plus c'est cette zone qui doit être libérée en premier. Ce qui fait qu'on va aller vers un ordre de tension du plus élevé vers le moins élevé. Mais avec cette caractéristique, c'est que le corps, dès que vous enlevez la plus élevée, modifie son équilibre. Et une zone qui pouvait ne pas paraître tendue au départ, parce qu'elle était compensée, si j'ai des grosses tensions à ce niveau-là et que c'est insupportable, mon corps va faire en sorte de converger sur cette zone, de s'enrouler autour pour que ça se détende. À partir du moment où mes abdominaux pourraient être tendus et que je m'enroule comme ça, ils sont détendus. Mais ça génère d'autres tensions à d'autres endroits. Et à partir du moment où on va aller lever le reste, il y a un moment donné où cette tension va apparaître et va crier. Donc en libérant les tensions dans un certain ordre, on va pouvoir corriger tout l'imbroglio de désordres qui sont en cause dans le dysfonctionnement du corps. Dans les symptômes pour lesquels le patient vient, mais aussi pour tout un tas d'autres désordres qui peuvent être des causes latentes de pathologie pour dans quelques mois ou quelques années. Donc notre bilan va consister, une fois qu'on a repéré les muscles, les articulations, à rechercher les zones les plus tendues. Une zone la plus tendue attirant tous les autres tissus dans sa direction. Vous mettez à plat ventre, s'il vous plaît. Donc les gestes sont rapides, on écoute simplement la souplesse des tissus et la motilité des fascias. À partir du moment où il va y avoir une zone de tendu à un endroit, dès qu'on pose la main, les membranes qui enveloppent nos muscles nous tractent dans cette direction. Donc c'est un peu comme un jeu de piste, il faut voir quelle direction le corps nous indique comme étant la zone de tension dominante qui tire tout le reste dans cette direction-là. Puisqu'il y a une véritable trame de membrane qui nous enveloppe, si je tire la manche de ma veste à ce niveau-là, il y a un mouvement qui se produit au niveau du poignet. Donc moi, si je suis au poignet, je vais pouvoir enregistrer que la tension vient de l'épaule ou vient de plus loin. Chez madame, le désordre dominant est au niveau articulaire. Enfin, du moins, tout d'abord, le désordre est au niveau d'une zone dorsale. Il va falloir maintenant que j'analyse si la tension de cette zone dorsale est d'origine énergétique, articulaire, musculaire ou psychoaffective. Donc, j'avais déjà fait des tests de mobilité qui m'avaient indiqué que le blocage était d'origine articulaire. Le déséquilibre articulaire que l'on retrouve ici correspond tout à fait à l'illustration dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais pouvoir m'assurer que c'est un problème articulaire déjà parce que la vertèbre est bloquée. Il y a bien sûr des contractures musculaires de défense autour, mais mes points d'enroulement tissulaire, les récepteurs nerveux réactifs, ne sont pas sur les muscles longs qui se sont contractés pour protéger, ils sont au niveau des petits muscles courts, des capsules et des ligaments au niveau de la vertèbre. Donc comment va-t-on procéder? Eh bien on va d'abord poser un doigt sur chacun des points d'enroulement, sur chacun des points réflexes en cause, et exercer une légère pression progressive sur ces points. Chaque point va réagir par un mouvement de rotation des tissus. Et en accompagnant ce mouvement de rotation des tissus, on stimule les neurorécepteurs. Ces neurorécepteurs vont jouer sur la modification des tensions musculaires qu'il y a de part et d'autre de la vertèbre. À partir du moment où une vertèbre est bloquée, il y a un muscle d'un côté qui est contracté et un muscle de l'autre côté qui est étiré.
par la stimulation de ces points, il y aura plusieurs cas de figure. Des cas de figure où on va détendre le muscle contracté, renforcer la défense du muscle étiré, auquel cas la vertèbre va se mobiliser et nous ramener vers sa position de référence anatomique, jusqu'à temps que l'influx nerveux lâche et qu'elle soit souple. Ou d'autres fois, on va exagérer le désordre en renforçant, en donnant un appui au muscle contracté, mais qui va tellement étirer l'autre muscle que là, on va déclencher ce que l'on connaît en neurologie comme un réflexe myotatique, c'est-à-dire un réflexe où le muscle étiré provoque la correction en provoquant une inhibition réflexe du muscle contracté et une augmentation secondaire de son tonus à lui, ce qui, dans un deuxième temps, ramène la vertèbre en position. Donc le simple travail d'un biokinergiste, c'est de détecter les points, de les stimuler et ensuite d'accompagner le mouvement de la vertèbre vers une position de correction. Pendant que je parlais, j'ai stimulé ces points. J'ai tout d'abord accompagné la vertèbre, je vais amplifier le mouvement dans son déséquilibre. Puis petit à petit, le muscle qui était très contracté, qui s'était encore renforcé, se relâche, se relâche, se relâche. Et à un moment donné, je sens le relâchement d'un spasme sous mes doigts. C'est-à-dire qu'après avoir maintenu un certain temps le muscle contracté raccourci ou d'avoir renforcé les autres muscles, tout dépend des cas de figure, au bout d'un moment, on sent une fonte musculaire s'installer. Et si à ce moment-là, je reteste la mobilité de ma vertèbre, je m'aperçois qu'elle a retrouvé sa mobilité normale. Il n'y a plus de restriction dans un sens. Si je regarde l'état de tension des muscles qui étaient réactifs, ils ont aussi relâché, puisqu'ils n'ont plus de raison de protéger cette zone. Une fois ce travail articulaire effectué, je vais devoir enchaîner un traitement. Comment vais-je enchaîner un traitement? En suivant toujours mes tensions pour aller rechercher la zone immédiate la plus tendue qui va se situer derrière. Ici, tous les tissus m'attirent plus bas. Donc je vais aller voir s'il n'y a pas un problème plus bas. J'arrive sur une zone perturbée, tendue, qui va présenter des points d'enroulement maintenant au niveau lombaire. Je palpe, il y a une tension musculaire. J'analyse la vertèbre, il y a aussi une perte de mobilité. Je regarde où sont mes points d'enroulement tissulaire. Il n'y a pas de point d'enroulement tissulaire en regard de la vertèbre. Il n'y a pas de point d'enroulement tissulaire au niveau des muscles. Il y a simplement 2 points d'enroulement tissulaire de part et d'autre du rachis au niveau des muscles, mais en lien avec les points d'acupuncture. Donc là, je vais simplement faire une stimulation de points d'acupuncture. Comment on stimule un point d'acupuncture? On ne fait pas de la digitopuncture ou du massage chinois en massant le point. On ne met pas une aiguille dans le point. On accompagne simplement en plaçant 2 doigts autour la rotation des tissus au niveau du point d'acupuncture. J'accompagne donc ce mouvement de rotation des tissus et j'ai donc mes tissus qui vont s'enrouler sous mes doigts, exactement comme ils s'enroulent autour d'une aiguille en acupuncture. On verra tout à l'heure pourquoi. Et simplement en maintenant cette rotation, j'étire des fibres nerveuses au niveau de la structure du point d'acupuncture et les fibres nerveuses sont très sensibles à l'étirement, à la pression, et dès qu'on vient stimuler une fibre nerveuse, soit par étirement, soit par compression, soit par application de chaleur, soit par la piqûre de l'aiguille, peu importe, le point envoie une information via la moelle épinière jusqu'au cerveau qui lui donne l'ordre correcteur. Donc on est véritablement dans une stimulation réflexe. Petit à petit, mes points qui se sont enroulés vont se détendre, se relâcher, jusqu'au moment où je n'ai plus cette perception de rotation et mes tissus retrouvent un flottement. Je sais que mes points d'acupuncture à ce moment-là sont libres et s'ils sont libres, ça veut dire que l'organe en question, le trouble métabolique en question, n'envoie plus d'informations au tissu périphérique. S'il n'y a plus d'informations, comme quoi il y a un problème, c'est que le problème est réglé. Quand vous avez un voyant lumineux qui s'allume dans votre voiture et que le garagiste intervient, s'il intervient correctement, il ne doit plus y avoir de voyant lumineux allumé. Là, ça va être la même chose. Une fois mes points d'acupuncture traités, je suis mes tensions qu'ils m'amènent sur une sacro-iliaque que j'avais repérée tout à l'heure
comme étant tendu et bloqué dans sa mobilité. Je regarde où sont mes points. Ils ne sont pas au niveau des points neurotissulaires liés au blocage articulaire. Ils ne sont pas sur les points d'acupuncture du méridien de la vessie. Ils sont aux extrémités d'un segment musculaire tendu. Donc à ce moment-là, je vais aller saisir les points d'enroulement qui sont aux extrémités du muscle et je vais appliquer le même principe qu'au niveau vertébral, sauf que là, je ne vais pas provoquer le déplacement d'une vertèbre, parce qu'un muscle se relâche et qu'un autre se tend. Je vais simplement provoquer une torsion du muscle sur lui-même et un raccourcissement du muscle, que je vais maintenir, que je vais accompagner, que je vais maintenir, jusqu'à un moment donné où l'arc réflexe, l'influx nerveux qui entretient cette tension, disparaît et où mon muscle relâche son spasme. Donc le principe au niveau articulaire et musculaire, c'est de provoquer une stimulation qui entraîne une contraction ou un relâchement des tissus, ou relâchement d'un côté, contraction de l'autre. À partir du moment où on est sur un os ou sur un muscle qui se contracte ou qui se relâche, il y a un mouvement qui s'installe. Donc on ne provoque pas des mobilisations comme on pourrait le faire dans certaines techniques de kinésithérapie ou d'ostéopathie, où on mobilise les os. On vient stimuler des récepteurs nerveux qui déclenchent un influx nerveux, qui entraîne une contraction, et c'est le corps lui-même qui se mobilise. Le rôle du thérapeute étant d'accompagner le mouvement jusqu'à une position d'équilibre qui permet le relâchement. Donc en fait, notre rôle, c'est, une fois qu'on a localisé les points à traiter, c'est d'appliquer la bonne correction, point d'acu, muscle, os, organes, de provoquer un réflexe de correction et d'accompagner les tissus dans la position qui va permettre le relâchement. On maintient cette position 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes dans certains cas, jusqu'à temps qu'il y ait sous nos doigts la fonte musculaire. Donc on n'est plus là à presser, mobiliser, comprimer, essayer de détendre par de la mobilisation des tissus. On provoque les réflexes d'auto-rééquilibration du corps pour que celui-ci s'auto-corrige. Pour suivre notre exemple, ma sacro-iliaque étant libre, je repalpe les zones, je ne suis plus attiré dans aucune des directions. Cela veut dire que je suis arrivé à l'extrémité d'une filière où j'ai libéré des muscles, des articulations, stimulé certains points d'acupuncture qui ont peut-être contribué à détendre en même temps les muscles à cet endroit-là. Ces désordres étaient liés les uns aux autres. Je suis arrivé à l'extrémité de cette première filière. Maintenant, je vais repartir d'un bilan global pour voir s'il n'y a pas d'autres désordres à d'autres niveaux qui peuvent converger vers soit les problèmes de madame, soit vers son équilibre général, tout simplement pour rétablir sa forme et sa bonne santé. Vous allez vous remettre sur le dos. L'examen de madame m'avait révélé des tensions tout à l'heure au niveau de son plexus nerveux. Et là, maintenant, c'est les zones les plus importantes qui m'attirent. Donc là, je vais mettre en place une technique qui va englober beaucoup de choses. Une action à la fois articulaire, musculaire, énergétique et psychoaffective. C'est-à-dire que mes doigts vont contrôler tout un ensemble de points qui vont me permettre à la fois de stimuler les points d'acupuncture, de stimuler des points neurotissulaires qui vont détendre les muscles et les vertèbres bloquées, ou qui vont agir directement sur les fascias qui enveloppent les organes. Et bien sûr, stimuler les plexus nerveux qui sont perturbés en lien avec une mémoire psychoaffective et donc réveiller inconsciemment cette mémoire. Donc je vais rechercher les zones qui me paraissent le plus tendues et repérer les différents points d'enroulement. Il me restait derrière une vertèbre qui était encore bloquée, que je n'ai pas corrigée tout à l'heure, puisqu'elle ne présentait pas de point d'enroulement seul.
liée uniquement à la vertèbre. Donc ça ne présentait pas d'intérêt de la corriger seule. Par contre là, je vais reprendre ces points pour pouvoir, derrière le dos, avec ma main postérieure, contrôler les mouvements de la vertèbre. Je vais avoir un pouce sur les côtés qui va être lui en relation avec des tensions des muscles paravertébraux. Devant, je vais venir me mettre de part et d'autre du plexus solaire pour pouvoir jouer sur les fibres sympathiques et parasympathiques de ce plexus. Et j'ai d'autres doigts qui vont rechercher se placer sur les muscles et en regard des organes. À partir du moment où tous mes doigts sont placés, les mouvements correcteurs se déclenchent. C'est-à-dire que les tissus se détendent à certains endroits, se tendent à d'autres, et ma main est entraînée dans un mouvement qui là amène ma vertèbre à se déplacer, à se positionner derrière. Je sens que mon pouce bouge pour détendre les muscles paravertébraux sur le côté, et j'ai mes attentions et mes doigts qui sont en contact avec l'estomac, qui lui aussi se mobilise pour aller détendre les fascias qui l'enveloppent, tout en stimulant sous un doigt un point d'acupuncture. Donc là, je me retrouve dans une action, voilà, où tout s'est mis en mouvement sous mes doigts pour accompagner la détente des muscles et la position de l'estomac dans l'espace qui permet le relâchement des membranes qui sont autour, tout en donnant des informations au cerveau par voie réflexe à partir de certains points. De la même façon, les tensions ayant relâché, j'enchaîne, je recherche d'autres points neurotissulaires, neurophysiologiques ou d'acupuncture perturbés pour compléter mon travail. Là, je suis passé sur encore un travail de l'estomac par rapport au diaphragme. Donc toute une détente du muscle diaphragme et des membranes qui relient l'estomac au diaphragme, et toujours avec des points en relation avec le plexus solaire. C'est-à-dire qu'en fait, la zone stomacale, la zone du diaphragme, ne vont se relâcher complètement que lorsque tout un travail subconscient ou inconscient se sera fait pour que le plexus nerveux qui était tendu, contracté, se relâche, puisque c'est lui qui est en fait le point de départ de toutes les tensions musculaires et digestives que l'on a dans cette zone. Les indications de la biokinésie vont être nombreuses, dans la mesure où on va remonter à une multitude de causes qui nécessitaient jusque-là le recours à des thérapeutiques différentes. On va donc pouvoir traiter tout ce qui va être les troubles de l'appareil locomoteur, les douleurs du dos, des articulations, les raideurs, que ce soit des lumbagos, donc des problèmes aigus, des conséquences de l'arthrose, des douleurs plus chroniques, comme des lombalgies, des sciatiques. Elle va également corriger en douceur les troubles de la statique, donc la rééquilibration de la posture. On va pouvoir soulager tous les problèmes fonctionnels, digestifs, circulatoires, ORL ou autres, en partant bien sûr du principe que la biokinésie ne traite que les désordres fonctionnels. C'est-à-dire toutes ces douleurs, toutes ces pathologies qui ne sont pas graves, mais qui handicapent notre vie de tous les jours. Il n'est bien sûr pas question de traiter en biokinésie les pathologies graves, les pathologies infectieuses, le cancer, la tuberculose ou autres. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne pourra pas aider un patient à être soulagé de certaines souffrances secondaires, par exemple à des métastases, à une pathologie cancéreuse, mais on ne prétend nullement pouvoir intervenir sur ces pathologies graves. Donc elle va traiter tout ce qui est pathologie fonctionnelle. Ça s'applique bien sûr à l'adulte, mais aussi à l'enfant, où on va pouvoir traiter très tôt les conséquences de blocage crânien, par exemple, des souffrances qui vont être dues à ces blocages. On pourra par exemple agir sur les régurgitations, sur des otites chroniques, sur les troubles du sommeil, sur un bébé qui pleure anormalement. Ça veut dire qu'il y a une souffrance qui ne peut pas exprimer, mais qui est là et qu'on va pouvoir retrouver dans les tissus. Plus tard, on va pouvoir jouer au cours de l'adolescence sur d'éventuels retards scolaires, sur des troubles du comportement, sur une hypernervosité, sur des manques d'attention. Hein, on a d'excellents résultats à ce niveau-là qui sont relayés par les enseignants. C'est-à-dire que souvent les parents nous disent
L'instituteur, lorsque j'ai rencontré, m'a dit qu'il ne comprenait pas ce qui s'était passé. D'un enfant turbulent, on est passé à un enfant beaucoup plus calme. Bon, on ne change pas la nature profonde des gens, mais on peut améliorer des choses. Les enfants qui voient de seul coup leur carnet scolaire remonter, quand on est capable de pouvoir libérer des souffrances qui perturbaient en fait l'attention ou les capacités intellectuelles de l'enfant. Elle va donc agir sur toute la sphère psychique, libérer toutes les conséquences du stress, tout ce qui va être dépression. Je ne parle pas bien sûr des dépressions graves, mais tout ce qui est dépression courante, les angoisses, la spasmophilie, les troubles du sommeil, là aussi les troubles du comportement. On va pouvoir bien sûr assister les sportifs dans la préparation aux compétitions et dans la récupération. Et on vient de voir là des indications par rapport à des pathologies, mais on va avoir aussi toute une action sur le confort, le bien-être et la prévention. Comme en médecine chinoise, comme en Chine, certains de nos patients prennent l'habitude de venir 2 ou 3 fois par an, au changement de saison par exemple, ou à des périodes un peu plus difficiles de leur vie, pour effacer tous les méfaits qui se sont installés dans leur corps depuis les dernières séances, afin d'éviter une récidive. Donc une action préventive, une action de confort et de bien-être, puisqu'on en retire un grand confort intérieur, un soulagement psychique important, et bien sûr des actions curatives sur les troubles de la santé. Il y a eu quelques travaux scientifiques qui ont été faits et qui apportent une caution à la biokinésie. La première a été faite à l'INSERM de Montpellier au niveau de la structure des points d'acupuncture, et elle démontre que anatomiquement, les points d'acupuncture correspondent à des cheminées neurovasculaires, donc à des vaisseaux et des nerfs enroulés en spirale, enveloppés dans du tissu conjonctif d'emballage, lui-même torsadé, et que ces fibres torsadées présentent des capacités de déformabilité réversibles. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où il y a un problème, elles s'enroulent sur elles-mêmes, et que cet enroulement peut être corrigé, ramené en position de rotation normale. Donc ces travaux expliquent une grande partie de notre geste, puisqu'effectivement, dès qu'on arrive sur ces points, les tissus, à l'aide de notre pression, s'enroulent et se déroulent sur nos doigts. Et d'après le docteur Ozièche qui a fait ces travaux, elle dit plus il y a un degré de spiralisation important, plus les structures concernées présentent des capacités de mobilité et de déformabilité. Et elle souligne en disant que ces capacités de déformabilité sont maximales au niveau des points d'acupuncture, enfin qu'il y a une spiralisation maximale, donc des capacités de déformabilité et de mobilité importantes. Donc ça, c'est la première explication, que sur un certain nombre de points, du moins les points d'acupuncture, on travaille sur des structures spiralées préexistantes, riches en fibres nerveuses. Donc en comprimant ces structures ou qu'en les relâchant, on provoque une stimulation de ces neurorécepteurs et qu'il n'y a pas besoin de comprimer ou de piquer le point pour stimuler ces neurorécepteurs, que la simple mise en tension des tissus contribue à stimuler le point. La deuxième expérience qui a été faite à l'UFRAPS de Grenoble a été de démontrer qu'en agissant sur la peau, sur les muscles, donc au niveau de nos points d'enroulement, on pouvait provoquer des réactions métaboliques et biochimiques. Donc ça a été fait sur une équipe de sportifs qui était suivie à l'époque par un biologiste et qui s'était aperçu, en faisant des prises de lactatémie, que certains sportifs, au cours des épreuves, enfin des tests qu'il était amené à faire sur eux, avaient une amélioration de leur lactatémie dans les épreuves d'effort. Alors, il a interrogé ces footballeurs en question, et le point commun qu'il a trouvé, c'est que ces joueurs étaient traités par un praticien en biokinésie. Et donc c'est lui qui a proposé à ce thérapeute une expérimentation pour voir si effectivement c'était un hasard. C'est-à-dire qu'il il avait 4 joueurs qui présentaient cette amélioration, c'était 4 joueurs qui étaient traités par ce thérapeute, s'il y avait un lien.
Et donc ils ont mis en place un protocole dans le cadre de l'UFRAPS où le praticien a leurré un certain nombre de patients, c'est-à-dire qu'il a fait semblant de leur faire une séance, et d'autres qu'il a réellement traités. Donc on a fait une épreuve d'effort de course à pied sur un tapis roulant la veille des soins, et on a renouvelé l'épreuve d'effort 10 jours après, pour pas que ce soit une simple action mécanique, et voir s'il pouvait y avoir une action durable dans le temps. Ce qui d'ailleurs était bien, parce que nos actions nécessitant toute une mobilisation de plein de mécanismes dans le corps mettent parfois 4, 5 jours, 10 jours à produire leurs effets. Vous avez certains patients qui se sentent mieux que 5, 6 ou 7 jours après la séance, alors qu'ils ont ça depuis des années, donc ce n'est pas l'effet du hasard. Et donc les résultats ont été les suivants. Sur le groupe leurré, on a une superposition de la courbe, c'est-à-dire qu'on a fait une courbe des résultats de la prise de mesure de lactatémie, du taux de lactate au cours des épreuves. Avant et après, on a ramené les joueurs leurrés sur une même ligne, puis après on a retracé une deuxième ligne 10 jours après. Sur les patients leurrés, aucun n'a eu d'amélioration, aucun n'a modifié sa courbe. On a une superposition des résultats avant et après. Par contre, le groupe B, le groupe traité en biokinénergie, on a en haut une valeur de lactatémie nettement plus élevée qu'après l'effort. C'est-à-dire que tous les patients traités ont eu une baisse significative du taux de lactatémie dans le sang, du taux de lactate dans le sang, et une valeur en millimol très significative. Donc, les résultats de cette enquête, c'est que par le biais de stimulation manuelle appliquée dans des zones stratégiques du corps, on peut non seulement, ça on le sait par les résultats cliniques qu'on a, avoir des résultats sur les tensions du corps, sur sa contracture, sur ses douleurs, mais aussi jouer sur l'activité métabolique et biochimique. Par quel biais, par où ça passe, ça reste encore à démontrer, mais ce qui est certain, c'est que par ces tests, par ces travaux, on a pu voir une vérification scientifique d'une action métabolique. Je l'ai personnellement renouvelé au niveau de la VO2 max sur des sportifs, où sur 20 patients traités, 10 leurrés, 10 soignés, il y a eu 4 patients qui ont modifié leur VO2 max, pareil en épreuve d'effort, sur 10. Donc ce n'est pas la totalité comme c'était le cas là. Mais par contre, il n'y a là aussi aucun leurré qui a bougé. C'est-à-dire que sur les 20 traités, il n'y en a que 4 qui ont nettement amélioré leur VO2 max, et c'est 4 patients traités. Après, bien sûr, dans nos cabinets, on s'aperçoit tous les jours que certains patients voient une amélioration de leur diabète, de leur cholestérol, de leur taux de PSA ou autre, quand il s'agit bien sûr de troubles fonctionnels où il n'y a pas, par exemple dans le pancréas, une déstructuration totale du pancréas, où là, de toute façon, on ne pourra rien faire. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention.